Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Roncia Kukiel, mon frérot du Congo-Kinshasa. On a vraiment parlé de tout et de rien dans le monde du stand-up, entre autres avec ses anecdotes. On a eu des réflexions sur le choix du micro, etc. Voilà, je pense que c'est un épisode qui va vous plaire. En tout cas, Roncia, c'est vraiment quelqu'un de génial humainement et artistiquement. Donc j'ai vraiment hâte de partager la scène avec lui après avoir partagé le micro du podcast. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot du Congo-Kinshasa, humoriste, producteur, metteur en scène, monsieur Roncia Kukiel. Salut Roncia, comment tu vas? Oui, ça va très bien, Sofiane, et toi? Grand plaisir de te voir enfin. Ben, grand plaisir également, plaisir partagé, parce que vraiment, ça fait quoi, 3 ans? 3 ans depuis qu'on se parle et tout ça, 3 ans, sincèrement, ça fait plaisir de, plaisir partagé, je suis trop content vraiment, et puis t'es venu ici pour régaler la communauté en fait congolaise, mais j'ai l'impression même que t'as réuni autour, en plus large que le Congo encore. Exactement, il y a eu des Camerounais dans la salle, il y a eu des Ivoiriens, j'ai aussi vu quelques Français. Ah, mais c'est qui va jouer? Voilà, toujours dans cette envie de savoir. On a passé une très belle soirée, c'était une date, mais qu'on a prolongé. On a rajouté un deuxième soir pour le Tête Maribel. Ça s'est très bien passé. Très beau public en tout cas. Ça fait plaisir, vraiment. Les gens devaient être ravis d'enfin pouvoir te voir parce qu'ils te connaissent en vidéo, tout ça. Et les gens qui peuvent pas te voir au pays peuvent te voir ici, donc c'est parfait quoi. Exactement. Ici c'est arriver en France, c'est bien, c'est le grand monde, un pays de la culture, un pays avec beaucoup de bâtiments et d'espace pour s'exprimer. Donc c'est un plaisir de venir faire des allers-retours, en même temps exporter ce qu'on a l'habitude de faire là-bas, qui n'est pas encore assez connu ici. D'accord. C'est ta première fois en France? C'est ma toute première fois en France. D'accord. Parce qu'il faut savoir que il y avait encore à l'époque ces histoires des visas, où on octroyait difficilement des visas aux artistes qui voilà, ont toujours ces clichés-là du style vous allez partir et ne pas revenir au pays, sachant que là-bas aussi ça se passe très bien, on gagne bien notre vie. Donc on est ambassadeur, on s'est battu pour un peu essayer d'échanger ces choses. Et aujourd'hui, voilà, les choses se passent bien pour nous. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a choqué quand t'es arrivé ici? Ah oui, le froid. Direct le froid, on m'a dit non, tu vois, c'est l'été, il fait beau. J'ai dit non, il fait pas beau, non, ça va pas. Alors le froid, t'es pas tombé sur le pire. Là, t'es venu quand, en avril du coup? Oui, je suis arrivé en avril. En avril. Mais on m'a dit que ça changeait déjà et tout. Non, si t'étais venu vraiment quand il faisait très très froid avec la neige et tout. Non, je pouvais pas. Ah ouais, non, là c'était pire. Non, c'est le froid, mais aussi le métro. Non, oui, les gens vraiment mal polis dans le métro. Les gens, mais ils sont prêts, tout le monde est pressé à Paris. Je ne sais pas, personne ne veut te parler, tout le monde est, il y a des gens qui courent pour, voilà, c'est pas le même rythme que j'ai à Kinshasa où on est détendu, on peut avoir des embouteillages, on s'est dit ça va, on va arriver à un moment. Mais ici c'est, voilà, je cours sur ceci, sur cela. Ça passe vite. Et aussi, en tout cas, en Afrique, à 21h déjà, il fait nuit. Hein. Ouais. À 20h aussi, il n'y a plus rien. Donc, ici, 20h, c'est le soleil. Donc, il y a ce décalage-là. Je maîtrise pas le temps. Ouais, tu vois une différence et tout. Après, peut-être au niveau de la vie vraiment culturelle et tout, je veux dire, à Kinshasa, par exemple, ça doit être quand même vivant, même la nuit. Et justement, plus la nuit. Peut-être la journée, les gens... tu sais, par exemple, moi, je pense à l'Espagne. En Espagne, les gens, dans l'après-midi, par exemple, c'est plus la sieste. Et après, le soir, la vie reprend vraiment après 19h ou quoi, tu vois. À Kinshasa, ce qui est vrai, dans certains coins, on ne dort pas. On dort jamais. C'est une ville... non, c'est une ville de l'ambiance. C'est une ville où ça bouge. Écoute, c'est la ville de Papa Wemba, la ville du Ndombolo. Il y a des productions musicales presque partout. Par contre, nous, on est plus musical que théâtral. D'accord. On essaie un peu de l'imposer petit à petit, cette culture du stand-up que les gens n'ont pas forcément eu depuis très longtemps. On essaye aussi de voir un peu ce que la France nous donne. Je sais que les Français ont regardé ce que les Américains ont donné. Et nous aussi, ensuite, on essaie de voir un peu ce qui se passe ici. On essaie de créer des petits coins comme ça pour se produire. Mais en tout cas, côté musical, il y a des orchestres presque partout. Et ça ne dort pas. On s'ambiance tout le temps. Bah, chez nous aussi, en fait, en France, la musique, elle a beaucoup plus de facilité à s'imposer. Par exemple, tu fais une scène ouverte musicale, ce sera plein. Alors qu'une scène ouverte d'humour, ce sera plus dur. Il faudra vraiment aller chercher les gens et tout. Et donc, pourtant, nous, on se dit, c'est pas la même approche. Nous, on s'est dit, tiens, là-bas, il y a plus de comédie club. Là, par exemple, je suis ici dans ce studio, je vois voilà, la composition. Ça donne déjà comédie club. On peut se produire dans un espace de 40 places, de 50 places, de 20 places, et les gens y répondent. Et puis, voilà, tout ce dont on a besoin aussi, en Afrique, c'est ça. Juste
des espaces d'expression. Oui. On a un gros problème d'infrastructure. On n'en trouve pas très souvent. Les bars n'ont pas forcément la configuration en mode café-théâtre. Non, Ouais. on en a pas. Et par Donc, exemple, du coup, les sous-sols, parce que nous ici, on se rabat sur les sous-sols très souvent. nous, on en a moins. Ah, d'accord. On en a moins, malheureusement. L'architecture du pays, non, on n'en trouve pas assez souvent. Donc ici, quand on voit Rire et Chanson, on voit les Barbès, on voit les Fridges, il y a tellement d'espace aujourd'hui. Il y a les Paname Comedy Club qui reçoivent des spectacles tout le temps. Quand on regarde tout ça, on s'est dit, la chance d'être en France et d'avoir des scènes. Bah, c'est vrai que Paris s'est vraiment développé à fond au niveau de l'humour et tout à ce niveau-là. Et les autres villes commencent aussi à suivre. Tu vois, il y a des villes comme Nantes, comme Bordeaux, comme Marseille, tout ça, qui commencent à bien bouger. Mais c'est assez récent quand même. Hein. D'accord. Faut savoir que peut-être, allez, on va dire 10 ans en arrière, t'avais peut-être le quart des lieux qu'il y a aujourd'hui. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, tu vois. Et après, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lieux, mais aussi beaucoup plus d'humoristes. Donc c'est compliqué. Toi, par exemple, tu fais de l'humour depuis combien de temps? Ah, officieusement, on parlera de 12 ans. Officieusement. Officieusement. D'accord. Donc après, il y a la date, il y a hors taxe et toute taxe comprise. Ok, d'accord. Donc toute taxe comprise, c'est 12 ans. 12 ans, d'accord. Et hors taxe, combien? Aïe, aïe, aïe. Tu veux dire, en fait, en professionnel, quoi. Je n'ai fait que ça. Toute ma vie. Ah ouais, d'accord. Mais il faut dire, mais avant, j'aspirais à la vie sacerdotale. Je rêvais d'être prêtre. Puis après, j'ai changé d'idée parce que c'était quand même chiant de faire des vannes au petit séminaire. Donc on m'a dit, écoute, si tu sais vraiment ce que tu veux faire, va faire du théâtre. Ma mère a toujours soutenu cela, en me disant, écoute, faut faire quelque chose qui te donne beaucoup de plaisir, que quelque chose qui te rapporte forcément de l'argent. Et moi, c'est l'humour, c'est monter sur scène, que ce soit pour le théâtre et pour l'humour, c'est quelque chose qui me rend tellement heureux. Les applaudissements, c'est magique, cette communion avec le public, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Totalement, c'est un échange, les gens nous font confiance, ils nous donnent de leur temps, Tout à et fait. nous on leur donne nos blagues et tout, et puis après ils repartent avec le sourire, on se dit qu'on a mis un petit peu de soleil dans leur journée. Tout à fait. Donc ça Mais fait moi plaisir. j'aimerais savoir un truc, comment t'as fait entre tes horaires de travail de chauffeur de bus, Oui. tu en parles très souvent dans tes spectacles, Mhm. comment c'est arrivé ces petits déclics avec l'humour? Bah en fait c'est que, tu sais moi c'était même avant d'être chauffeur c'est de maintenant moi bus. qui interview. Allez, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, sois le bienvenu. Ben écoute, moi en fait je faisais ça, déjà quand j'étais petit, j'essayais toujours de faire rigoler mes copains, tout ça, et puis au collège, au lycée, j'essayais d'être le gars drôle de la classe, j'y arrivais pas tout le temps, hein, je vais pas te mentir. D'accord. Et en fait j'ai eu une opportunité pendant que j'étais chauffeur de bus, je connaissais un humoriste qui organisait un plateau, il a organisé dans une chicha. Niveau conditions, c'est-à-dire c'est les pires endroits de là où, comment dire, ton art il va être mis à mal, tu vois, vraiment tu vas devoir donner le meilleur de toi-même, et même comme ça c'est compliqué, parce que souvent ils sont pas difficile fans. d'improviser avec le public. Bah, tout c'est ça, ça c'est répond, plutôt de tout ça. l'improvisation qui les intéresse, tu vois. D'accord. Ils vont vouloir que tu leur parles, mais faire ton texte, c'est très compliqué. En tout cas, ouais, moi, j'ai commencé là-bas, mais c'était une chicha cool. Ben, ils allaient pas rire gratuitement, tu vois, mais en tout cas, ils écoutaient. Au moins, ils écoutaient. Quand c'était drôle, ils riaient. Quand c'était pas drôle, ils riaient pas. Mais au moins, ils écoutaient. Donc, ça va. Le lieu était très accueillant et c'était une chicha un peu lounge, tu vois, genre tranquille à la je cool. vois. C'était Tout à vraiment fait. pas street avec des gars, tu sais, Qui des te gars parlent mal. ouais, voilà, qui vont est mal un peu te parler. violent, bien sûr. Parce qu'il y en a, des fois, ça peut aller loin, hein, malheureusement. Moi, en fait, j'ai commencé là-dedans. Et après, tu sais ce que c'est. Exactement. Première fois que tu fais des blagues et que les gens rient, C'est fini, t'as envie C'est- de continuer de c'est balancer terminé. tout le temps, tout le temps, tout tu le es temps. tout le temps. contaminé par le virus, tu Exactement. vois. Et c'était impossible pour moi de faire autre chose. Donc, j'ai Exactement. continué mon métier. C'était très, très dur de lier les deux. Et en plus, avec ma vie de famille. Donc, c'était très compliqué. Mais j'ai fait ça pendant 11 ans. J'ai fait les deux pendant 11 ans. Et maintenant, j'ai arrêté. Donc, pour faire vraiment que du stand-up. Donc, vraiment, je suis content de plus faire que ma passion. Exactement. C'est pas évident, mais voilà, c'est quelque chose, tu le sais toi-même, ça nous consume, tu vois. Tout à fait. On veut vraiment, voilà. Toi, depuis quand tu fais que ça vraiment? En fait, moi, je mélangeais un peu le théâtre, parce que je suis un diplômé en art dramatique, en interprétation dramatique. Au début, c'était que le théâtre. En fait, je voulais pas rester dans ces carcans stand-up comedy club. Donc, je voulais rajouter un côté à moi, un côté où on essaie de rajouter un peu plus de musique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans plusieurs comedy clubs, c'est vraiment en mode parole, mode de mouvement. Ah. Et dans ma société, si vous voulez, l'humour un peu c'est tout ce côté-là, c'est un peu la vieille école gestuelle, mimique, par moments costume. Ouais, Donc ce qui fait que mes textes peuvent être stand-up, mais avec un côté théâtral. d'accord. C'est-à-dire il y a des éléments théâtraux qui reviennent comme le costume, Ouais, des accessoires par moment. d'accord. J'ai aussi vu ça chez une sœur Rukieta Ouedraogo qui Oui, se produit bien très sûr. souvent ici à Moutati
aussi qui se produit très souvent ici. Ça, c'est un peu un côté, je vais pas dire africain, c'est ancien, mais un tout petit peu africain parce que l'humour africain. C'est plus one-woman show que stand-up, en fait. Tout à fait. Mais je pense qu'en fait, par moment, on est entre sketch-up, écriture, stand-up, mais interprétation théâtrale. Je sais pas si je suis... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est bien de mélanger. Et c'est vrai qu'avec les anciens comme Jean-Michel Cancan ou dans notre pays, des gars comme Saï Sobé ou les anciens de chez nous, c'était plus de déguisement. Oui. Donc voilà, c'était barbe blanche. C'était un personnage qu'on jouait. Un personnage qu'on jouait. Et ces personnages-là, justement, balançaient des vannes comme ça, des petites blagues. Et moi, j'ai gardé un peu ce côté-là que j'essaie de lier avec mon écriture stand-up. Et c'est pour ça que je suis en France. C'est aussi pour... je sais que les Français ont un côté purement technique dans l'écriture aussi, que j'aimerais apprendre et puis mettre ça en valeur. Mais en tout cas, ça fait 10 ans. Près de 10 ans aujourd'hui. C'est bien, franchement. Tout à fait. Et justement, avec toutes ces années d'aventures scéniques, tu dois avoir des anecdotes qui te sont arrivées. Beaucoup. On pourrait faire un podcast entier avec 100 épisodes rien qu'avec toi. Avec ça, mais il y en a tellement. Tu veux que je commence avec le premier? Vas-y, dis-nous tout. Alors, quand on est humoriste, par moment, on t'invite dans un endroit où tu te dis la configuration, c'est pas ça. C'est ce genre de soirée où tout le monde est debout. Oui. C'est un cocktail debout où les gens prennent samoussa par-ci, samoussa par-là. Oh. Alors. Un buffet. Oh là 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 là. Alors, on est sur une société des transports, aériens, fluvial, tout ça. C'est un comité d'entreprise, en fait. Exactement. Ça, c'est les pires. Alors, mauvais signe. Quand j'arrive, le directeur prend la parole, il dit, Ladies and gentlemen, I'm so proud to be in front of you. Là, j'ai dit, c'est des anglophones. Ils avaient pas prévenu? Aïe. Ils n'ont pas dit ça, mais c'était un peu mélangé. Et pendant que le patron parlait, personne n'est calculé. J'ai dit, mais si le patron déjà a connu un bide, si c'est un flop pour le patron pendant près d'1 minute, l'animateur était obligé de dire, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, c'est le président qui est en train de parler. Ça va être une galère pour nous. Donc voilà, on nous envoie petit à petit. Et erreur de mise en scène, c'est que tu montes sur scène, tu fais une blague et tu attends l'autre. Eh ben non. Parce qu'il n'y a rien. De l'autre côté, c'est le vide. Le fan est cassé, donc tu es devant le public, tu baisses ta tête comme ça. Mais c'est ça. Donc il y a une amie qui monte, elle envoie. Au début, franchement, on dit bonsoir, on l'écoute, voilà, et puis bam, on le perd. Deuxième, troisième personne, c'est un ami, Félix Kisabaka, qui monte pour balancer des blagues. Et je crois que c'est une Marocaine qui se retourne en notre direction. Genre, donc elle fait la tête genre, non, c'est pas ça. Ah ouais. Waouh. Ah d'accord. Et là, t'es sur, à l'époque, ça faisait quoi? Ça fait 7 ans passés. T'es sur un cachet de 600 euros. Ouais. Tu vois, à l'époque, je suis étudiant. Quand t'es pas encore, tu vois, t'as pas 600 des enfants, c'est énorme, voilà, tout ça, il y a rien, il y a là, aucune bien, chance, 600 euros, voilà, quoi. D'accord. Enfin, mais t'as dû souffrir pour les avoir, quoi. Là, je suis pas encore monté. Donc, je vois 3 personnes déjà abattues qui ont mis la tête comme ça. Ben, moi, je voulais dire, c'est qui nous ont mis dedans, je vais rembourser mon cachet. Donc, on dit, mesdames, messieurs, du bruit pour Rancia. Alors, qu'est-ce que je fais? Technique de comédien. Je vais parler au public. Je suis dans le public, j'ai dit, bonsoir, monsieur, on vous a déjà parlé de telle entreprise et tout ça. Alors, nous avons un transport, parce qu'on avait, chacun de nous devait parler de quelque chose. Moi, j'ai fait un sketch sur le transport maritime. Il y a d'autres qui ont fait sur les avions, l'aviation. Moi, je suis parti de... Vous avez dû adapter votre texte, en fait, par rapport à l'entreprise. D'accord. En fait, le texte jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est un très bon texte. Oui. Mais seulement, c'était pas les cadres. Mais t'avais pas le public qui t'écoutait, t'avais pas le cadre. Du tout. Donc, en fait, ils m'ont suivi. Quand j'ai balancé 2-3 vannes, j'ai essayé d'improviser pour avoir leur attention et monter sur scène. Ouais. Alors, je commençais dans le public, on était tous debout. Quand ils sont assis, que tu es debout, tu as un peu de... Ouais, tu domines un peu. Tu domines un peu, mais c'était pas le cas. Donc là, je monte, et quand je monte, on m'épère. Tac, 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 tac. Et là, je regarde, je dois annoncer le dernier qui me regarde, il fait non. Frérot, non, c'est bon. Non, merci, c'est bon. Non, s'il te plaît. Et c'est vrai, il était pas dit, bon, je te passe les 300 balles. Oh là là. Donc, quelle souffrance. J'ai dit, bro, je suis désolé, mais on va mourir ensemble. Tu l'as envoyé quand même. Il a dit, du bruit qui va. Façon, il était embêté. En plus, c'est un slammer, donc il monte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il regarde, à côté, il y a 2 gars qui le suivent. Ah, je te dis, les gars, balancer toute la prestation pour les 2 personnes qui suivaient. Bah, c'est ça. Ah, ben oui, c'est parti comme ça. On fait tous pareil, hein. Quand il y a un public difficile et que t'as une personne dont t'as capté le regard, tu joues pour cette personne-là. Je vais ouvrir une parenthèse encore. Dans les premières prestations, alors je vais prester dans une fête de mariage et c'est difficile encore là-bas. Mais oui. Pourquoi? Ben, parce que les gens sont pas là pour ça. Exactement.
tout ce que tu dis, on a besoin que tu puisses le finir assez rapidement. Et par moment, t'as des gens qui te font chier pour rien. Donc, je suis là. À l'époque, je danse aussi, j'imite Michael Jackson, je danse, je suis là, je dis bonsoir, ça va et tout, je balance quelques blagues. Personne ne me suit. Oh. Donc, ça mangeait. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais chez moi. En fait, il restait que je dis, en fait, je suis orphelin. Personne. Et là, je regarde une personne. Et il y a un monsieur qui me suivait très attentivement. J'ai dit, en tout cas, comme quoi, et les gars, bien. Vraiment, j'ai dit, voilà, monsieur, vous savez. Il me dit, fiston, s'il te plaît, passe-moi les piments qui est à côté de la Il t'a pris pour le serveur, en fait. Oh, non, en fait, derrière moi, il y avait une table. Ah, en fait, il regardait parce que tu le gênais pour accéder au piment. Exactement, justement. Voilà. En fait, les gars étaient là comme ça, gauche, droite. J'ai dit, ah, tiens, quelqu'un qui me suivait, mais c'était même pas pour ça. Donc, toutes ces choses, quand j'y pense, mais ça te donne envie de totalement arrêter. Ah, mais oui. Et je me rappelle, j'ai tellement de choses à dire. Bien sûr, t'inquiète pas, on est là pour ça. Alors, on joue au Tête de Verdure au festival Toseka. Oui. Si tu veux, à l'époque, Toseka, c'était le 2e plus grand festival de l'Afrique noire. Après les Marrakech du Rire. D'accord. Donc, 5000 places. Wow. On arrivait à faire 6 jours de festival. On avait 30 000 festivaliers. C'est énorme. Énorme. C'est juste parce que ces bâtiments-là étaient repris par la présidence, c'est assez compliqué. Donc, on suit des ateliers à l'époque avec Maman. Oui, Maman. Oui, Maman, qui a installé le Parlement du Rire, tout ça. Le Parlement du Rire. Il arrive pour une première fois à Kinshasa. On le fait avec la structure Toseka. Toseka veut dire Rion. D'accord. Après, c'est Cody Kim qui vient, le Belge, le belgo-congolais. Bien sûr. On a eu Omar de Funzu, le Gabonais. Et c'est Patson qui vient. Patson, ok. Exactement. Donc, quand Patson arrive, on fait nos ateliers. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il y a au moins 3 scènes dans le festival. Il y a la grande scène et la petite scène pour les débutants. Moi, j'étais débutant. Sauf que là, on nous a mis, personne ne vous calcule, en fait. C'est un peu comme un village du festival. Ouais. Si les gens ne sont pas assis, ils marchent, et je me disais, non, c'est pas trop ça. Mais je n'avais pas le courage à l'époque d'aller parler à un Patson, tu vois. C'est le grand, c'est l'ancien. On l'a vu au Jamel Comedy Club, voilà. Comment tu viens lui dire ça? Et moi, j'ai dit, écoute, moi, je prends mon courage, c'est maintenant ou jamais. Si on rate cette opportunité, il faudra attendre 1 année. Oui. Non, c'est maintenant. J'ai dit, en tout cas, vieux, excuse-moi, mais je ne fais pas cette scène. Non, mais écoute, écoute, l'humour, c'est difficile, hein. C'est pas parce que tu as fait rire 2-3 personnes à l'église et puis voilà. Non, en tout cas, moi, je rentre pas là-bas. D'accord, c'est bon. Comme tu insistes, tu passes en premier. Donc, il t'a mis sur la grosse scène. La grosse scène. Mais en premier. En premier. Donc, si tu convaincs. C'est pas grave. Si tu convaincs, les autres passent. Oui. Donc, j'étais le Lumumba tu dois chauffer la salle pour les autres, Exactement. Quoi. Alors, la chance qu'on a à Kinshasa, c'est que le public, quand il sort pour rire, il est vraiment là pour rire. Ouais. Donc, maintenant, mesdames, messieurs, j'étais pas non plus assez inconnu. Donc, j'avais quand même une team et tout ça, oui. Ouais. C'est un amphithéâtre balèze, mais vraiment balèze. Donc, je monte et pour la première fois, j'ai dit la papa. J'ai perdu des articles. Voilà. Tu as féminisé le papa. J'ai féminisé le papa. En fait, je ne pouvais même pas m'imaginer que ça pouvait m'arriver un jour. D'accord. Tu vois, l'autre fois, non, j'ai même dit, l'autre fois, ma papa est venue. Je dis, mais, j'en perds mon français. Mais qu'est-ce qui se passe? Le stress. Ouais, voilà, le trac. Après, quand les gens rigolent, tu sens comme s'il y avait une énergie qui venait dans un stade. Wow! Donc, voilà. C'est des vagues, en fait. Exactement. Ouais. Et là, je chauffe quand je fais la blague et que j'ai dit, vous savez, un jour, ma papa est venu, j'ai dit, Seigneur, le stress. En fait, j'ai l'impression que par moment, le fait d'avouer au public. Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'on stresse, ça donne quelque chose. Parce que si tu dis rien, si tu dis ma papa et après tu continues et tout, les gens ils vont dire, il y a un truc. Alors que si tu dis, oh, vous avez vu ce qui s'est passé? Tu vois, tu reconnais. Tu rebondis sur ça. Voilà, il faut surtout pas refuser l'obstacle. Voilà, j'en parlais l'autre jour avec des amis. Il faut jamais refuser l'obstacle. Donc toi, tu l'as pas refusé. Non, du tout. J'ai assumé. Tu as assumé et ils ont fait quoi? Ils ont rigolé avec toi. J'ai dit ma papa, donc demain ça sera ton maman. Donc voilà. C'est très bien. C'est très bien. Et c'est parti comme ça. Je crois que Patson le retient jusqu'à aujourd'hui. Quand je sors du public, je vais côté jardin et c'est là que je le vois. Il me soulève. Il est content. Et t'as validé en fait. Voilà, écoute. Faites passer le prochain et tout. Et je pense que l'ascension de ma génération, c'était ce soir-là. Donc, si je n'avais pas pris cette décision de passer et de relever ce défi, un gros risque. Mais un risque qui a payé. Exactement. Et quand je l'ai fait, et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on parle de l'équipe Toseka. Beaucoup font maintenant des scènes en province, beaucoup voyagent pour le Cameroun. Mais je crois que la décision venait de ce jour-là, de ce soir-là. Donc voilà. Et ici à Paris, j'ai fait un comédie club chrétien. C'était
hyper compliqué aussi pour moi parce que c'est vraiment une communauté qui a des règles et tout ça. Vraiment, je ne dis pas que c'est des blagues basées sur Moïse ou... Donc c'était des blagues un peu osées, quoi. C'était un peu osé. Tu vas lancer ça et puis tu sens... tu vois, ça fait référence. Ouais, mais ça a crispé un peu des gens dans la salle. Voilà. Après, je comprends qu'il y a aujourd'hui, à Paris, il y a beaucoup de communautés qui se fondent et qu'il y a des codes un peu partout. Soit tu fais partie d'une famille et tu as une certaine façon de faire les choses, soit voilà, tu choisis bien les endroits pour mieux t'exposer. Oui, après, ce que tu peux faire, c'est par exemple avoir des sets totalement familiaux et tout dans les endroits où tu sens que le public n'est pas prêt à recevoir des blagues osées. Tu vois, tu peux avoir un set de, par exemple, 10 ou 15 minutes que tu peux sortir dès que tu vois, par exemple, qu'il y a des enfants dans la salle ou des personnes âgées ou un truc comme ça. Et, ou, par exemple, si tu joues dans un environnement un peu religieux. Tout à fait. Donc, c'est juste histoire d'avoir ça en secours. Exactement. Parce qu'il y a des humoristes qui, malheureusement, font des blagues osées tout le temps et qui n'ont aucun set safe. Tu vois. Exactement. Donc, ça fait qu'ils sont bloqués derrière. Ils savent pas comment faire. Moi, j'en ai vu ouvrir le rideau, voir qu'il y a des enfants et faire « Oh non, alors attends, celle-là je peux pas la faire, celle-là je peux pas la faire. » Exactement. Et c'est dommage, il faut pas se brider et tout, mais en même temps il faut avoir un petit set passe-partout, tu vois. Exactement. Voilà. Exactement. Ça j'ai bien compris ça. Ouais, voilà. Et donc là, quand t'as joué à Paris, tout ça, t'as pas eu de problème avec les références, tout ça, les références que tu donnais, toi, les gens les avaient. Non, c'est bon. On va dire déjà pour nos spectacles, après on vit tous la même chose. On a tous toujours... une mère gentille ou un père compliqué, tout ce qu'on veut, mais après tout ce qu'on évite aujourd'hui c'est clichés du père africain qui tabasse, de la mère, tout ça. Oui, on veut pas renforcer les vieux clichés de l'époque et tout. Les vieux clichés, je pense qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. On est face aux parents qui sont très gentils, aux parents qui peuvent converser. Voilà, c'est pas toujours cette Afrique-là qu'on veut donner, sauf pour ce spectacle qu'on a ramené ici à Paris. Ça retraçait un peu la ville de Kinshasa. C'était un peu plus pour remémorer un peu tous ces événements passés. Et c'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé, les gens ont beaucoup adoré. Bien évidemment, moi j'ai des sketchs qui sont aussi standards, qui parlent à tout le monde, qui parlent aux Français, qui parlent aux Marocains, qui parlent aux Camerounais, qui parlent à tout le monde. Donc j'ai repris le même sketch que j'avais fait au Marrakech du Rire lors de mon gala Africa. Donc ici en tout cas, je pense que tout s'est très très bien passé. On a passé pour le premier soir 1h30 de spectacle par là. Et on voulait arrêter, les publics ne voulaient pas. Non, tu repars là. Je veux encore des blagues. J'ai encore faim. Vas-y, parle-nous de ta papa. J'ai les répétitions, j'aime ça. C'est trop bien quand le public, il te porte comme ça et qu'il refuse de te laisser partir. Parce qu'à l'inverse, quand tu fais un bide et que tu dis c'est tout pour moi et que les gens font ouais, tu vois. Enfin, là c'est gênant. Non, ça c'est vrai. Moi j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'on nous a partagée, et annoncer un spectacle et faire un sold out en 4 jours, c'est pas mince affaire pour une première. Bien sûr. Et je pense que on va continuer sur cette lancée, voilà quoi. C'est tout ce que je te souhaite vraiment, parce que les gens, ils te suivent, ils t'aiment, et là t'en as eu la preuve, parce que c'est pas que de l'amour virtuel. Tout à fait. Là tu es venu physiquement ici, et les gens sont venus physiquement dans la salle. Tiens, ça c'est un point très important. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans ton podcast. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est un tout petit peu mélangé entre ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des web comédiens, voilà, ceux qui font du stand-up, qui sont sur la scène, et des comédiens. Ce qui font qu'aujourd'hui, ceux qui font des vidéos essaient d'un peu venir dans ce monde du stand-up, puisqu'ils se disent c'est aussi important de rencontrer leurs followers, et ils oublient que les followers aussi ont déjà eu cette habitude de suivre à distance, qui n'ont pas forcément envie de venir payer pour suivre. C'est difficile de convertir des followers gratuits en spectateurs payants. C'est très difficile. Et d'ailleurs, ce que je voulais savoir, est-ce que tu t'adaptes assez facilement? Parce que j'ai l'impression que les humoristes qui font du stand-up ont du mal un peu à laisser... En fait, soit à fusionner les deux, à s'adapter avec ce monde de réseaux sociaux, et c'est très compliqué. Parce qu'en fait, quand on veut faire des placements de produits, c'est pas nous qu'on appelle. C'est vous n'avez pas assez de followers, classiques, voilà. Tout ça. Les gens de télé-réalité, tout ça. Ce qui dit que les artistes ne sont pas payés comme avant. En fait, j'ai l'impression. Soit tu te fais influenceur, ou soit tu vas dans un festival ou dans un cadre qui te permet de bien te vendre, ou soit c'est ton propre one-man show. Ouais, on essaye en fait de marier un peu les deux, parce que nous, notre vie, elle est sur scène. Évidemment, tu dis à un humoriste aujourd'hui, un stand-upper, tu lui dis, choisis, soit tu seras que sur Instagram, soit tu seras que sur scène, il choisira la scène. Parce que c'est un rapport direct avec le public. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir sur scène qu'en faisant une vidéo. Tu vois, c'est normal. Mais il faut savoir marier les deux. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça devient indispensable. Parce que les gens,
ça va être dur de les convertir, comme je t'ai dit, de followers gratuits en spectateurs payants, mais c'est un premier pas. C'est-à-dire que les gens t'ont vu dans tes vidéos, ils te suivent, et en même temps, alors, tu fais ça pour toi et tu fais ça aussi pour les programmateurs. Parce que par exemple, toi, ta communauté va grandir, donc c'est bien. Les gens vont te regarder, ils vont dire c'est drôle. Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu fais une vidéo drôle, mettons, si on arrive à faire 2 univers identiques, mais parallèles. Le premier univers, Roncia, il a 250 followers. C'est très peu, très très peu. Roncia fait une vidéo qui cartonne, elle est trop drôle. Les gens, ils vont s'abonner un peu. Allez, il va passer de 250 à peut-être 500, 600. Ouais. Allez, d'accord. Maintenant, l'autre univers, la même vidéo. Roncia, il a 450 000 followers. Là, les gens, ils vont voir ça. Oh, mais c'est trop bien! Et ils vont s'abonner beaucoup plus. Et il va monter peut-être, voilà, il y aura beaucoup de partage. Alors que quand c'est 250, les gens vont dire, c'est trop drôle, mais ouais, le mec, il est pas connu. Ça, c'est vrai. Voilà. Et quand ils voient qu'il a 450 000, ouais, c'est trop drôle, il faut que je le partage à tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même ressenti alors que la vidéo est la même, tu vois? Donc ça, c'est dur. Pour toi, c'est bien d'augmenter ton nombre de followers parce que les gens partageront plus facilement ton travail et petit à petit, ça va faire effet boule de neige et tu vas pouvoir agrandir ta communauté et en même temps leur dire si vous avez aimé venez me voir. Évidemment sur les, par exemple je dis une bêtise, si t'as 1 million de followers t'auras pas 1 million de spectateurs du tout, voilà. Mais si sur les 1 million de followers il y a 100 000 personnes qui sont capables de venir te voir, tu l'as fait ta tournée. Ça, c'est voilà, intéressant. Ta tournée elle est complète, ça fait plaisir. Voilà. Et mais justement, ouais. Donc ça c'est un point. Et l'autre point c'est pour les producteurs, les festivals, tout ça. Parce que la même chose, Roncia il fait des sketchs dans l'univers 1 et dans l'univers 2. Roncia il fait des excellentes vannes, des super passages dans l'univers 1 où il a pas beaucoup de followers. Les festivals d'humour, les professionnels, les comédie clubs vont regarder et vont dire ouais c'est bien mais non on va pas le prendre. Dans l'autre Roncia fait les mêmes sketchs, mais il a 600 000 followers. Et ben là, ils vont dire, mais bien sûr qu'on le fait venir, et ils vont acheter le spectacle et tout. Donc, quelque part, les réseaux sociaux, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus incontournable pour pouvoir développer sa communauté. Mais je pense qu'on le voit aussi aujourd'hui avec beaucoup de comédie clubs qui aujourd'hui mettent des extraits qui tournent très bien. J'ai vu des extraits faire 1 million ou 3 millions de vues. Bien sûr. Bon, il n'y a pas possibilité de faire un placement quand on fait un spectacle ou un bout de sketch, mais ça expose bien. Donc aujourd'hui, c'est parmi les armes de communication, je veux dire aujourd'hui, très incontournable. Il y a des, on peut parler à tout le monde, on peut booster une vidéo pour la zone parisienne, comme on peut le faire pour la zone ivoirienne ou pour les Caraïbes. Donc c'est comme on veut. Seulement, là, il y a quand même, tu peux sentir que petit à petit, certes, il y a des influenceurs comédiens, web comédiens, qui essayent de rester dans leur monde, mais ils cherchent aussi petit à petit à venir côté stand-up. Nous, ça, c'est très bien. On en a ici. On a eu, à l'époque, on a eu Norman, qui était Norman, oui. Norman, qui était un des premiers youtubeurs et tout. On a eu, comment il s'appelle, Jérémy Nadeau, par exemple, qui est très très fort. Lui, il a été youtubeur pendant très longtemps et maintenant il fait du stand-up. Voilà. Il y en a qui ont fait les deux aussi dès le début, comme par exemple aussi, Hakim Omiri, tu vois, qui fait Hakim Omiri aussi, bien sûr. Lui, il fait les deux. Dès le début, il a fait les deux. Il y a par exemple Observateur Eben. Observateur Eben, qui aujourd'hui, oui, est entre le deux. Je ne sais pas s'il a arrêté avec les stand-up, mais en tout cas, je l'ai retrouvé à Marrakech une fois pour son spectacle. Ouais, on essaie de fusionner. Moi, je trouve que c'est bien. Après, il faut juste le faire avec le cœur. C'est-à-dire que si la personne, elle a, mettons, 800 000 followers sur les réseaux et elle se dit, tiens, j'aimerais bien passer sur scène maintenant. J'aimerais bien que cette personne-là, elle suive le bon mode d'emploi. Qu'elle n'aille pas sur scène et dire bon on se retrouve lundi, j'ai écrit un spectacle, venez me voir, parce que là la salle sera pleine, il a 800 000 followers, il y aura des chances que sa salle soit pleine s'il fait une salle de 200 par exemple, rapidement bien sûr, ce sera très rapidement plein. Mais j'ai pas envie que le mec il écrive dans le week-end, il écrit, lundi il arrive, il fait son sketch. Non, j'ai envie que ce gars-là il écrive 5 minutes, il va le tester en comédie club, il est pas annoncé, il y va en surprise. Il y va, il fait ses 5 minutes, petit à petit, il construit jusqu'à avoir un vrai spectacle. Ah, ça c'est un problème très important que tu viens de sortir, parce que, en fait, quand ils vont en salle, généralement, c'est que pour l'argent. Directement. Il y a pas ce souci-là de, moi, je l'ai remarqué, par exemple, en Afrique. Oui. Pour ceux qui font des vidéos, il y a directement cette opportunité où ils se disent, bah, écoute, je peux avoir, j'ai 500 000 abonnés, 500 000, bon, je vais dans une salle de 1000 places à 50 €, je fais mes calculs, c'est clair que je me fais un pognon. Voilà. Je m'en fiche de la qualité, je veux juste le billet, quoi. Tout à fait. Et comme on est dans un pays où les gens n'ont pas trop le choix sur les humoristes, il n'y en a pas assez, donc les gens se contentent de ça.
Ah. Tu vois, il faut dire qu'à Paris, il y a trop de comédie clubs. Il y a beaucoup d'humoristes qui naissent, des jeunes comme des vieux, comme des... Voilà, les anciens sont là. Ce qui, qu'aujourd'hui, à Paris, le public est un peu plus exigeant. Très exigeant parce qu'il a beaucoup de choix, ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu rapportes de plus? C'est quoi le matos que tu ramènes? Est-ce que tu le ramènes dans un univers assez qui lui permet de voyager autrement ou pas? Mais en fait, nous en Afrique, les humoristes, tu le comptes au bout du doigt. Les anciens, les nouveaux, vous connaissez vous tous en fait. Mais c'est ce qui va arriver, je pense, dans quelques années. C'est ce qui nous est arrivé en France. Au début, la qualité, elle n'était pas au rendez-vous. C'est petit à petit où les humoristes sont devenus de plus en plus nombreux, le public de plus en plus exigeant. Donc maintenant, les gens travaillent pour avoir des morceaux vraiment efficaces. En Afrique, c'est ce qui va se passer. Plus vous aurez d'humoristes, plus vous aurez de comédie club, plus vous aurez d'occasions de travailler pour améliorer vos sets, et plus vos sets seront efficaces. Mais c'est partout pareil, en fait. C'est une question de nombre. Là, pour l'instant, si vous êtes peu et que les gens se contentent de ça, il y en a beaucoup qui, par fainéantise, vont dire « j'ai pas besoin de faire des efforts, les gens sont là, ils payent. » Exactement. Mais petit à petit, ils vont se dire « Attends, là, j'ai fait un spectacle, j'ai beaucoup moins de monde que la dernière fois, les gens commencent à être exigeants, je vais peut-être devoir travailler un peu. » Mais je pense que ça change. En fait, ici, ça changeait un tout petit peu depuis longtemps parce que voilà, l'influence des comédie clubs et des humoristes qui naissent. À Kinshasa, en Afrique, ça arrive à petit feu. Mais en fait, avec l'avènement de réseaux sociaux, de Netflix et tout ce qu'on veut, je crois que les publics commencent aussi à censurer certaines choses. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se disent, ben écoute, il nous parle de quoi? Tout le temps, il nous parle de sa mère, de son père et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il peut nous dire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre sujet qu'il peut exploiter? Ils veulent que tu ailles plus profond et tout. Tout à fait. Voilà. On finit des spectacles aujourd'hui, il y a des gens qui viennent te dire, voilà, la partie dont tu as dit ça, je pourrais pas changer ça. Et l'autre humoriste qui est passé, c'est bien, mais celui déjà vu. Et même, tu as des personnes qui te rappellent de blagues parce que c'est des humoristes qui sont très, très, très forts dans la recherche en partant sur des blagues de Toto ou bien des blagues sur Internet. Ah, ça, on en trouve on en trouve tout le temps. C'est dommage. Enfin, je me rends compte que si on ramène un copie comique aussi de l'autre côté, c'est... Ah oui. Bah alors, copie comique, pour moi, ça se divise en deux. T'as ceux qui ont copié un humoriste et t'as ceux qui se sont inspirés. Qui se sont inspirés. On s'inspire tous, en fait. On s'inspire tous. Ouais. Mais non, pour moi, ceux qui ont pris quelque chose qui n'est pas à eux, pour moi, ça se divise en deux. Il y a ceux qui ont pris ça à un humoriste et ça, je trouve ça impardonnable. Et le seul à qui on a dit, prends ça pour toi. Ben, bien. Non, mais là, après, c'est autre chose, parce que quelqu'un t'a donné, par exemple, si c'est un humoriste qui te dit, moi, je te vends mon texte ou quoi, il y a un accord, il n'y a pas de problème. Moi, je te parle de l'autre côté, dont tu parlais, toi, avec les blagues d'Internet, les blagues de Toto et tout. C'est des humoristes qui vont juste piocher sur Internet, et évidemment, ces blagues-là n'appartiennent à personne. Mais je trouve que c'est fainéant. Tu vas venir faire des blagues que tonton Maurice, il peut faire pendant le repas du dimanche. Non, fais tes propres blagues. Pour moi, les deux sont pas pardonnables, ceux qui piquent des blagues sur Internet et ceux qui piquent des blagues aux humoristes, mais je trouve qu'il y a une gravité beaucoup plus grande pour ceux qui piquent aux humoristes. Parce que là, tu piques le gars, il peint de quelqu'un. Alors que les blagues d'Internet, c'est juste quelqu'un qui les a posées sur Internet, il attend aucune rémunération de ça, tu vois. Mais ce n'est pas pardonnable. Pour moi, tu dois faire tes blagues à toi. Parce qu'en fait, quand tu voles une blague, t'as beaucoup de difficultés à le continuer. Il n'y aura pas de suite logique. C'est carré, ça commence par là, ça finit par là. Différemment de quand tu développes un thème où tu sais que tu as la structure, tu commences par là, tu fais un vrai brainstorming, tu sais de décortiquer de là à là. Bon, certaines personnes vont blâmer le fait que voilà, parce que là-bas, on est un peu autodidacte. Ce qu'on fait, c'est un peu par rapport à ce qu'on voit dans des vidéos de... Mais après, c'est normal de s'inspirer. Pas copier. Ah non, les gens s'inspirent. Non. Ils s'inspirent très mal. Mais oui, mais alors voilà, ils copient beaucoup plus qu'ils s'inspirent peut-être. Tout à fait. Mais s'inspirer, c'est normal. Par exemple, le flow avec lequel tu vas balancer une blague. Évidemment qu'il faut avoir vu des humoristes le faire avant pour savoir que c'est comme ça que ça marche. La règle de 3, par exemple, que tu connais comme tous les humoristes. Tu vois, tu balances 3 éléments, le troisième doit être percutant et drôle. Ça, c'est un truc, tu peux pas l'apprendre par toi-même. C'est en regardant les autres, tu dis, ah tiens, il a fait ça. Voilà. Par contre, tu vas pas reprendre ces éléments. Tu vas faire tes éléments à toi. Donc, tu reprends la technique, mais tu ne reprends pas le contenu. Ça, c'est pas un problème. On s'inspire tous, de toute façon. On a grandi avec des humoristes. On a regardé, moi, par exemple, un des humoristes qui m'a inspiré, c'est Gad Elmaleh. Tu vois, Verino. Tu vois, Jamel Debbouze et tout, machin. Et quand je regarde ça, en fait, j'en parlais avec Adib Al-Khalidé, qui est un humoriste québécois magnifique. Lui, il me disait, on est un peu tous le mélange. En fait, notre art, c'est le mélange de tout ce qu'on a vu, plus notre style à nous. Et on parlait de sauce bolognaise. Il disait, on fait notre propre sauce bolognaise, en fait. C'est-à-dire, on prend toutes les sauces bolognaises qu'on a vues avant et on rajoute notre touche dans la recette et on est
Chacun est sa propre sauce Une bolognaise, petite marque de différenciation. Ouais. Exactement. Et ça, c'est normal parce que tu ne pourras pas t'empêcher de t'inspirer de ça. C'est normal. C'est comme les joueurs de foot qui vont s'inspirer de ce qu'ils ont vu chez Zidane, chez, je sais pas, moi-même avant, tu regardes Papin, Platini, tout ça. Ils vont s'inspirer de tout ça. Et on s'inspire de choses et puis après, on rajoute notre propre touche. Et c'est ça qui fait l'originalité d'un humoriste. En tout cas, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut pas copier, ça c'est sûr. Mais s'inspirer, c'est impardonnable. S'inspirer, c'est normal. Ça, c'est un truc qu'on pourra pas s'en empêcher. En tout cas, nous, on continuera à faire nos blagues à notre façon. On copiera personne. Personne, mais ni personne. Toto, ni Internet, ni Tati, ni Tati. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu, Sofiane, puisque j'arrive dans cet univers, comment ça se passe, côté rentabilité, quand les humoristes font des plateaux? Parce qu'en fait, ici, je crois qu'il y a des sociétés de droits d'auteur, affiliation à la SACEM, ceci, cela. Et ce que j'aime d'ailleurs ici, après, je n'ai pas encore rencontré tout le monde, mais cette facilité qu'on a d'avoir des auteurs qui bossent derrière un humoriste. Or, en Afrique, quand tu écris un sketch qui est drôle, tu te dis, c'est pour moi. D'accord. Peut-être que tu n'auras pas la même façon de le rendre. Comment ces auteurs arrivent à se rémunérer? Est-ce qu'en vendant un sketch, on l'oublie? Ou bien on continue à recevoir des droits là-dessus? Excuse-moi, je pose des questions dans ton podcast. Non, mais c'est osé. C'est là pour ça. On est là pour ça, il n'y a aucun souci. En fait, les auteurs, ce sont des gens qui veulent devenir auteurs. Parce que, évidemment, moi, le premier, je me sens pas de devenir auteur pour quelqu'un parce que j'ai ce truc-là j'ai trouvé une bonne blague, je la veux pour moi. Tout à fait. Je suis trop content. Mais il y a des gens, faut pas oublier que tout le monde n'est pas fait pour la scène. Il y a des gens qui savent d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas monter sur scène. Ils te disent, moi j'ai des bonnes idées, j'ai un cerveau qui arrive à trouver des bonnes blagues et tout, mais il est hors de question d'aller parler devant les gens. Il y en a qui veulent ça. Donc ça, c'est le profil parfait pour un auteur. Exactement. Et il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils montent sur scène, ils sont vraiment à l'aise, ils sortent les trucs facilement avec le public, mais leur texte est faible. Donc, ce qui est bien, c'est la rencontre de ces deux personnes-là. Il y en a un qui va payer l'autre pour ses blagues et tout. Et en fait, en vrai, ils vont plus écrire ensemble. Tout à fait. C'est pas l'auteur qui va écrire toutes les blagues et qui va les donner à l'autre. Ah, ça, c'est l'impression qu'il y a beaucoup. Oui. Après, il y en a peut-être aussi qui réellement achètent les blagues. Ça, oui. Pour moi, tant qu'il y a un accord financier et que les deux sont d'accord, il n'y a aucun problème. Ça me dérange pas. Mais ce que j'aime pas, c'est ceux qui vont monter sur scène, dire que c'est leur texte, alors qu'en fait, ils l'ont acheté à un auteur. Ou ils ont travaillé avec un auteur. Ils essayent de dire, non, je fais tout seul. La reconnaissance. Moi, j'aime bien les gens qui assument totalement d'avoir des auteurs. Oui. Ça me dérange pas du tout. Après, tu parlais de droits, d'argent et tout. Exactement. Ça dépend. Je pense que ça dépend de l'accord. Il y a des gens qui peuvent dire, je t'achète ton texte. Par exemple, je t'achète ton texte 2000 €. Il est à moi, ça y est. Et là derrière, l'autre ne touchera plus rien. Et il y a ceux qui vont dire, on écrit le texte ensemble et je touche 50% des droits d'auteur, par exemple. Et bien à ce moment-là, chaque fois que la personne se produira sur scène, la SACEM ou la SACD, parce qu'il y en a deux du coup ici, la SACEM ou la SACD captera des droits d'auteur et elle les redistribuera à l'artiste à 50% et à l'auteur à 50%. Parce que quand tu t'inscris à la SACEM, tu leur dis, voilà qui a participé, la répartition des pourcentages. Et c'est eux qui redistribuent comme ça. Donc, il y a possibilité pour un auteur de toucher de l'argent tout au long de sa vie, en fait. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, bien sûr. Pour moi, tant que c'est fait correctement, dans les règles de l'art, avec un contrat, c'est parfait. Moi, ça me dérange pas du tout. D'accord, ça c'est bien. C'est si bien dit. Écoute, on essaye de vivre de notre art parce que toi-même tu le sais, t'es bien placé pour le savoir. C'est dur de trouver des bonnes blagues. C'est très dur, très compliqué. Et quand je vois beaucoup d'humoristes, parce que ça c'est la tendance aujourd'hui par moment, beaucoup d'humoristes ont envie juste de dire, voilà, j'ai 4 one-man shows, j'ai 6 one-man shows et tout. Je leur dis, écoutez les gars, mais ça prend du temps. Pour arriver à dire, voilà, c'est bon, ça y est, j'ai fait une captation. Ou c'est en ce moment que je vais m'engager, ça prend du temps. Et ça, c'est un message que j'aimerais lancer à tous les humoristes jeunes qui nous écoutent en ce moment. Après, je comprends. On a un petit souci aussi. Je sais pas si c'est en Afrique ou c'est ici, parce que je dis tout ça, c'est tout le temps l'Afrique. Donc voilà, je vais essayer tu me dis si c'est la même chose ici. Mais en tout cas, chez moi au pays, quand je fais une blague une fois, 2 fois, 3 fois, les gens se disent, t'as plus l'inspiration. Et ça, c'est très compliqué. Ce qui fait que par moment, tu le joues une fois ici, tu tombes sur une personne qui l'a déjà écouté. Tu te diras, mais lui, c'est toujours les mêmes blagues. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la culture de venir voir un même spectacle tout le temps. Et avec mon manager, c'est des ça qu'on essaie un peu de discuter. Voilà, il aimerait vraiment qu'on arrive à se produire, être en résidence. Je le vois très souvent. Retrouvez-moi chaque mercredi, Théâtre des Républiques. Les gens font ça tout le temps. Mais c'est un vrai problème au pays parce qu'en fait, si tu joues le même spectacle 2-3 fois, après je ne sais pas si c'est juste parce que l'humour c'est un peu plus de surprise qu'il faut avoir,
Mais on ne demanderait pas ça à un musicien. Oui. On est clair que La Fouine, il fait un concert, il fait la même chose tout le temps. Au contraire même, s'il joue que du nouveau, les gens vont le dire, bah non, on veut ton hit là de la dernière fois. Ça, c'est l'injustice qu'on a entre Non, la mais musique et l'humour. Ça, c'est sûr. partout. Mais dans le monde entier, évidemment. Un humoriste, Oh là là. il va te faire une blague qui va te faire mourir de rire. S'il te la refait une deuxième fois, tu vas mourir de rire un peu moins, et puis encore un peu moins, et puis au bout de la 10e, tu vas dire, bon, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Ouais, je pense que c'est aussi, c'est vraiment l'art de la surprise. Oui, totalement. C'est De toute vraiment façon, la surprise. l'humour, c'est la surprise. C'est tout le temps comme ça. Et Quand je on- suis d'accord avec toi, on a le même problème. Mais la différence, c'est en fonction de, comment dire, du nombre de personnes que tu vas brasser. Si tu joues ici, tu parlais du République, par exemple. Tu disais, par exemple, tous les mercredis au République. Si tu joues tous les mercredis au République, tu n'auras pas le même public. Si les gens viennent, déjà ils savent, l'affiche n'a pas changé, le nom n'a pas changé. Donc s'ils reviennent, ils pourront pas te dire, pourquoi t'as joué le même? Non, c'est parce qu'ils veulent Parce qu'ils veulent revivre revenir. ce moment-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi, j'avais entendu ça, une amie qui m'avait raconté ça, à propos de Noman Osni, je sais pas si tu connais. Non. Bon, Noman Osni, c'est un humoriste qui était en Suisse, qui D'accord. ensuite est venu en France, il a cartonné ici, et maintenant il est à Los Angeles. Non, Il était bien. dans le podcast et tout, j'en profite pour le saluer. Lui, il racontait, donc à cet humoriste-là, mon ami Suki, que j'inviterai bientôt dans le podcast, ça me ferait vraiment plaisir de la recevoir, il lui racontait, il lui disait que il y avait une dame qui est venue voir son spectacle, qui a adoré, et qui à la sortie lui a dit, vous rejouez encore la semaine prochaine? Il lui a dit oui, et elle lui a dit, mais du coup ce sera les mêmes blagues. Mais oui. Mais oui, Mais madame. évidemment, madame. Évidemment, elle pensait que chaque semaine c'était Mais nouveau, non, tu vois. mais du tout. Ça n'existe Mais pas. est-ce que les gens savent combien ça prend du temps Ah. pour trouver la manière La de dire un texte formulation, vraiment? tout ça, bien sûr. Et C'est moi, par tellement moment, on dur. me dit, il y a un gars qui m'a dit, mais pourquoi tu ne commences pas, par exemple, par la dernière blague? Tu essaies un peu de tout chambouler. Ça, c'est la technique mais- de Louis C.K., ouais. Il dit, c'est bien, mais il faudrait aussi avoir C'est la mémoire dur. pour ça. C'est dur. Parce qu'en fait, tu peux perdre des blagues, tu peux perdre le fil d'idée. Quand Mhm. tu as des transitions à faire, Mhm. je te raconte une petite situation qui m'est arrivée à Kinshasa. On m'invite pour une prestation. Bon, il y avait beaucoup de bouchons et tout ça, du coup. Donc, j'arrive avec un léger retard. Donc, on me dit, écoute, c'est plus 10 minutes, tu fais 5 minutes. Ok, d'accord. Et je me dis 5 minutes, ça va, là, t'as plus la même structure de sketch. Je prends les meilleures blagues de de mon répertoire, Ouais. que j'essaie de rassembler. T'as fait un pour vraiment- best-of, quoi. Et un best-of. Donc, je le fais, bam, 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 ça fait rire, merci. Et la dame me dit, mais, c'est bien, mais est-ce que tu ne peux pas rajouter encore 5 minutes? Là, Mais ça y est, madame, j'ai tout donné, mais là. justement, là, ce qui s'est passé, c'est que Ouais. j'ai cassé la structure. Si je vous donne les autres blagues, elles sont moins C'est fortes. fini. Voilà. C'est fini. J'ai cassé la structure. En fait, c'est à peu près la même chose. Même quand on veut essayer de faire ça, c'est bien. Déjà, il faut avoir la mémoire essayer de retravailler ton puzzle pour un spectacle qui dure, par exemple, 1 heure du temps. C'est Ouais. bien. Et je crois que certains humoristes vont partir sur les improvisations. Oui, oui. Voilà, je sais que j'ai 4 thèmes à exploiter. Entre les thèmes, je peux faire des impôts un peu comme je vois Redon. Est-ce que lui a même des spectacles Bougueraba? Redon Bougueraba, oui, il a un spectacle. Il a un, À un moment, on sait plus. il a un squelette D'accord. de blagues, en fait. Il a un texte Mhm. ciselé et tout, vraiment nickel. Mhm. Et avant ça, il fait des impros, en fait. Il commence son texte un peu plus tard, en fait. Il commence, parce que les gens viennent pour ça, en fait. Oui, j'ai remarqué, les gens veulent avoir les premières places. Bien sûr, ouais. ces premières places-là, les premiers rangs se vendent à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Waouh. Je te jure, il y en a même, c'est des malins. Ils les achètent et ils les revendent plus cher. Je te jure que c'est vrai. C'est devenu un business. Un business dans un business. Alors des que, vendeurs, alors ouais. que, je sais pas toi, mais nous ici, on a beaucoup de mal avec le premier rang. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, ils veulent tous s'asseoir partout, sauf au premier rang. Ils J'ai veulent jamais pas. compris pourquoi. Bah parce qu'ils savent qu'ils vont se faire vanner, tout ça. Attaquer. Alors tout que ça, voilà, oui. alors que pour aller chez Redouane Bougueraba, il faut vouloir Il faut se faire être attaquer. prêt Tu vois. à Mais c'est recevoir. c'est oui. son style. Il a réussi à imposer ça et c'est Et parfait. moi, oui, ça fait une belle identité. Il y a aussi Keiron. Keiron qu'il aussi, fait, Sugar beaucoup. Sammy. Sugar Sammy, oui, bien sûr. Voilà. Mais je crois que Keiron, j'ai suivi 30 minutes d'impro avec Keiron qui marche très très bien. Mhm. Jusqu'aujourd'hui, ça ne cesse de tourner. Donc c'est un peu ça, c'est cette petite contrainte qu'on a aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est un peu partout que ça se passe. Donc t'as un one-man show, ou soit t'as envie juste de le jouer une fois dans la capitale Oui. et le ramener en province. Oui, pour voilà. essayer de Mais tourner. il faut tourner en fait. Et évidemment, si tu joues dans une petite ville, tu pourras pas le jouer chaque semaine parce que les gens sont les mêmes qui vont revenir, tu vois. Mais si tu joues dans une ville comme Paris, par exemple, qui est vraiment rien que Paris intramuros, je crois que c'est 2 millions d'habitants. Mm. Logiquement, avec le bouche à oreille, t'auras jamais le même public. Et si Impossible. les gens reviennent, Possible.
C'est volontaire, ils veulent réentendre les mêmes blagues, donc ça, pas de problème. Tu vois, à part la dame sur laquelle est tombé Noman, à part elle. À part elle, les chéris. Voilà, à part elle. Du coup, c'est les mêmes blagues. C'est les mêmes blagues la semaine prochaine. Vous savez pas vous renouveler. Hein. Oh, c'est tellement bien. Il y a aussi ce problème, c'est que là, par exemple, on venait de faire, allez, je comprends que la communauté n'a pas vécu ce genre de moments pendant très longtemps. Donc, on arrive à faire un spectacle où tu retrouves, par exemple, près d'une heure, on n'a pas pu gérer tout, près d'une heure de spectacle dans la salle, déjà filmé, reposté sur YouTube. Là, on est sur des milliers, bientôt 1 million de vues. Alors, on va être à Lausanne, on va être à Bruxelles, et du coup, les gens se disent, est-ce que c'est, les artistes stressent pour ça, parce qu'ils se disent, est-ce que c'est la même déco qu'on garde, est-ce que c'est les mêmes sketchs qu'on blague, est-ce qu'il faudrait pas peut-être essayer de changer des sketchs? Je leur dis non, on va aller sur la même chose, mais par contre, faire un effort pour une création de ce genre-là, limiter la diffusion. Oui, voilà. Je pense que le mieux, c'est de diffuser une fois que la tournée est finie. Tout à fait. Parce que sinon, après, tout le monde va sauter sur la vidéo, et quand tu viendras faire les blagues, ils vont dire, mais on l'a déjà vu. Tout à fait. Alors, il y en a qui vont apprécier, qui vont dire, génial, j'ai adoré en vidéo, je veux le voir en vrai. Parce que le live, il y a une force que la vidéo n'a pas. Quand tu joues en direct devant des gens, c'est autre chose. Mais il y en a quand même beaucoup qui vont le voir et qui vont dire, ah bah c'est dommage, on croyait que c'était un autre spectacle. Alors après, si le spectacle s'appelle pareil et l'affiche n'a pas changé, ne t'attends pas à du nouveau. Tout à fait. Si t'as du nouveau, c'est un bonus, c'est autre chose. Mais sinon, non. Pour moi, vraiment, il faut prévenir. Et d'ailleurs aussi, quand tu changes de nom de spectacle, juste tu changes le nom et tu changes l'affiche parce que tu veux renouveler, il faut bien prévenir les gens, leur dire attention. Ça, beaucoup d'humoristes le négligent par contre. Ouais. C'est-à-dire, on n'aura pas. Moi, j'ai vu plusieurs fois Jamel Debbouze faire des tournées avec la même tenue scénique, même par-dessus et tout ça, même affiche. Et quand il changeait, et puis d'un coup, ça changeait. Différemment de l'Afrique, c'est pas la même chose. Donc, on pète sur une affiche aujourd'hui, on s'est dit, bon, ça fait vieux pour des raisons de communication et attirer un peu plus de monde. On va renouveler. On va renouveler l'affiche. Mais après, c'est bien de dire, par exemple, le spectacle évolue avec une nouvelle affiche, c'est tout. Et puis, de toute façon, le spectacle en vrai, même si c'est le même, les blagues sont pas tout à fait les mêmes à 100%. Tu vas rajouter sûrement, tu vois, moi, par exemple, mon spectacle, ça fait 11 ans que je fais du stand-up. En vrai, ce serait mon deuxième spectacle si je devais le considérer en tant que tel. Parce que entre la première fois que j'ai joué et maintenant, je crois qu'il y a 0 blague en commun. Mais je considère encore que c'est mon premier spectacle parce que j'ai pas encore eu l'exposition nécessaire pour celui-là et tout machin. Donc, j'essaye de renouveler un petit peu. J'ai enlevé des sketchs, j'en ai mis des nouveaux. Après, je les ai enlevés, j'en ai mis encore des nouveaux et tout. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a eu un turnover comme ça dans mon contenu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de dire aux gens, par exemple, si le spectacle n'a pas bougé du tout et que tu changes d'affiche, dire le spectacle change d'affiche. Les blagues sont les mêmes. N'hésitez pas à revenir les voir. Mais voilà, il faut prévenir parce que sinon, il faut le notifier. Voilà, il y en a qui peuvent se faire avoir et c'est pas cool. Si tu le fais exprès pour tromper le public, c'est pas cool. Il faut prévenir. Une autre question. Dis-moi. Qui est très important pour moi, pour ce partage, c'est quand aujourd'hui on parle des metteurs en scène d'humour. Oui. D'humoristes. Parce qu'en fait, un metteur en scène du théâtre, on sait qu'il est là pour gérer tout ce qui est scénique, la déco, les entrées, les sorties, les mouvements des comédiens, les lumières. Or, on est aujourd'hui dans une période où l'humour n'est pas dans tout ce cadre-là, en fait. On ne rassemble pas tout ça, on est plus dans la parole. Est-ce que le metteur en scène aujourd'hui, je te donne un exemple simple, quand on voit quelqu'un comme Fari, qui ne bouge pas assez sur scène, qui reste statique, c'est des petits mouvements, c'est pas des mouvements assez ouverts, est-ce que le metteur en scène, c'est juste celui qui te permet de faire des vraies mises en bouche ou t'aide à mieux dire ton texte? Je pense que ça peut être les deux, en fait. Ça peut être quelqu'un qui va t'aider, qui va être un petit peu aussi co-auteur, et qui va te dire, alors là, par contre, tu baisses la main à tel moment de la blague. Moi, je pense que ce serait plus efficace si tu le baissais à la fin de la blague. Ou avant. Ou, tu vois, en fait, ça va être des micro-changements. Parce qu'évidemment, la mise en scène va être beaucoup moins développée que sur un spectacle où ça bouge dans tous les sens, où il y a des accessoires et tout. Mais des fois, il y a des petits détails. Il va lui dire, par exemple aussi, attention, là, tu enchaînes 2 blagues, peut-être laisse une demi-seconde de plus entre les deux. Et ça peut changer, parce qu'on le sait, une virgule peut changer une blague. Oui, bien évidemment. Voilà. Une blague qui ne marchait pas. Une pause, une virgule, une lettre, une inversion de mots. Exactement. Une inversion de mots peut changer la blague. La blague marchait ou ne marchait pas. Et avec ce petit changement, ce micro-changement, ça peut devenir ta meilleure blague. Donc, un metteur en scène, dans ces cas-là, ça va être un travail beaucoup plus d'orfèvre. Je pense qu'il faudrait déjà être un peu bon humoriste. Pour être
bon metteur en scène Bah, dans ce évidemment, domaine du stand-up? c'est important. Moi, je Ouais. sais que quelqu'un, par exemple, qui va me donner des conseils sur l'humour, alors qu'il n'a jamais fait de scène lui-même, je vais écouter, Ouais. mais je serai moins enclin à suivre ses conseils que quelqu'un qui réellement monte sur scène Mhm. et ensuite me donne des conseils. Alors, et je sais, je connais son travail, je Mhm. sais que lui, il est excellent, et s'il me donne des conseils, il les vit déjà. Donc, Mhm. je sais que c'est fiable. Alors que quelqu'un qui n'a jamais fait de scène et qui me dit, tu devrais peut-être plutôt dire ça, j'ai envie de dire, oui, mais toi, tu n'as jamais fait, tu ne sais pas. Tu vois? Il faut beaucoup C'est regarder, important. il faut Ben, regarder beaucoup de bien spectacles parce sûr. qu'il y a, je vois, j'ai déjà connu ce problème. Au début, quand je suis à l'Institut national des arts et que j'essaie un peu de faire le stand-up, faut dire qu'à l'époque, je sais pas si tu as entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Pichi Banda, que ça me dit j'aimerais rien. vraiment que tu essaies de voir. C'est un conteur. D'accord. C'est un conteur. En fait, dans sa narration de ses textes, tu sens qu'il y a une belle histoire. En fait, il relate des faits à l'époque du président Mobutu et tout ça jusqu'au Congo, la colonisation avec le Belge et tout ça. Tu peux voir qu'il y a un son qui intervient à tel moment. C'est un peu un Gad Elmaleh conteur. D'accord. Tu vois, et son passage, il est millimétré vraiment avec. Oui, mais après, c'est pas vraiment de quelqu'un qui envoie des blagues tout le temps, tout le temps. Mais par la façon de raconter, je t'invite à regarder. Il captive les gens. Il captive les gens. Et ça, c'est le style que je voulais réaliser parce que c'était tellement vivant. Aujourd'hui, je sais pas trop si c'est la tendance actuelle. On sait tous les poses des humoristes. J'ai même suivi. Attends, j'ai suivi ça dans un podcast, je pense. Je crois qu'il y a un gars qui parlait du fait qu'il y a des gars qui détruisaient des pieds de micro. Oui, tout le temps. Qu'il a dit mon ami encore. Scott Fields. Oui, Scott exactement. Fields. J'ai beaucoup aimé son. Oui, son parce qu'en fait, intervention. les gars, à chaque fois, c'est vrai que c'est un tic, ça. Ça devient beaucoup très mettent la récent. main sur le pied de micro et du coup, l'autre a arrêté d'en acheter parce que ça les cassait à chaque fois. Ah, tu vois un peu, on est un peu dans c'est devenu une posture en fait. Une vraie posture. Soit t'es au coin, soit tu poses ta main sur le pied de micro. Moi, j'aime pas trop ça. Mais je l'ai fait aussi, genre Oui. triturer le pied de micro comme ça. Tout à fait. Mais justement, quand on en a parlé, j'ai arrêté. Tu vois, maintenant, j'essaie d'être plus, tu vois. Mais c'est dur. Aujourd'hui, ça fait une nouvelle tendance. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et moi, avec Pichi Banda, c'est un peu ce côté-là que je voulais avoir. Mais avec le style qu'on a aujourd'hui, de rester que sur tout ce qui est texte, envoyer des vannes, je me dis, est-ce que vraiment on a encore plus besoin d'un metteur en scène ou juste d'un directeur artistique qui s'y connaît un tout petit peu? Oui, c'est un œil extérieur en fait. Ouais. Parce que toi, tu as beau faire tout ce que tu c'est veux. le même travail que Kader Aoun a fait avec Jamel. Avec Jamel. Oui, bien sûr. Ben, c'est quelqu'un qui va, mais avec qui va Jamel, être à la place du spectateur. avec Jamel, on est d'accord que c'est quand même l'école aussi Gad Elmaleh, c'est la vieille école. C'est mouvement sur scène, je monte, je sors par là, je cours. Il faut que c'est chaque pour mouvement, ça que ça marchait. Mais oui, mais même si tu n'as pas beaucoup de mouvements, il faut que chaque geste soit vraiment voulu. Il faut qu'il soit comment dire, timé au bon moment pour ne pas parasiter une blague, tu vois. C'est-à-dire que le moindre mouvement qui n'est pas décidé ou qui n'a pas de sens va venir parasiter ton set et du coup ce sera moins efficace. Donc le rôle d'un œil extérieur comme ça, le rôle d'un metteur en scène ou d'un directeur artistique, ça va être de te dire, attends, là tu bouges trop, essaie d'être plus statique, ouais. voilà. Là par contre c'est intéressant que tu te rapproches du public avant de dire ça parce que c'est une phrase importante, tout ça, tu vois. Donc ça va être un œil extérieur en fait et ça nous fait tous du bien parce que on se voit pas sur scène en fait, on joue. Ça c'est pas faux. Voilà, et avoir l'œil extérieur, des fois moi je te jure, ça c'était peut-être déjà arrivé, mais des fois j'ai des gens qui me disent ça, tu devrais peut-être le dire de telle façon. Et la plupart du temps, c'est pas pertinent. Mais il y a des fois où tu te dis, mais oui, et c'était tellement simple, c'était devant mes yeux, et je m'en rendais pas compte. Et par moments, ça peut venir d'une personne qui n'est pas humoriste. Mais rien à voir, voilà. Un œil extérieur, tout simplement. Sofiane, dis-moi. Team micro-cravate ou bien team micro à main? Et pourquoi? Alors. Parce que tu sais que depuis le début que je te suis, ouais. Je t'ai jamais vu avec des micro-casques. Quand j'ai commencé, j'étais avec le micro-casque. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as perdu? Non, c'est que en fait, je me rends compte que c'est compliqué. Tu sais, par exemple, bah là, aujourd'hui, je te parle, je suis un petit peu mal rasé. Quand il y a le micro qui est mal réglé, des fois, t'entends que ça frotte, ça fait... C'est pas terrible. Après, avec un vrai bon micro, avec un DPA par exemple ou un truc comme ça, le problème est réglé. Évidemment, si tu prends un micro de qualité, tu n'auras pas de problème. En fait, je le prenais parce que ça fait ça fait trop stand-up américain. Alors moi, en fait, je pense, j'ai pas vraiment,
comment dire, marqué ce moment où j'ai changé de l'un à l'autre. Mais maintenant, je prends le micro-main. Peut-être, je pense que j'ai été influencé par le stand-up américain. Ouais, je pense aussi. Moi alors, de plus en plus, j'aime les micros avec fil. Je sais pas pourquoi. Parce que tu peux jouer avec le fil un peu, tout ça. Ouais, est-ce que je pense que c'est pour ça? Non, comme tu l'as dit, c'est plus en regardant les stand-up américains et ça te fait genre, tu te dis juste voilà, je suis un Américain. Non, mais alors moi, je pense. Je l'ai fait comme eux. Voilà. Moi, si je me rappelle, en fait, à l'époque, ce qui m'est arrivé, je pense aussi, ce qui a dû me diriger vers le micro-main, c'est que très souvent, j'arrivais sur place et je demandais est-ce qu'il y a un micro-casque et on me disait non, on a que micro-main. Donc moi, je me disais allez, je vais prendre le micro-main. Faut mieux se préparer déjà avec. Voilà. Et ben du coup, maintenant, je pense que j'ai fait ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est premièrement parce que très souvent, il n'y avait pas de micro-casque. Du coup, je prenais le micro-main et tant qu'à faire, autant s'habituer au micro-main parce que t'es sûr d'en avoir un, alors que le micro-casque t'es pas toujours sûr. Et deuxièmement, parce que en même temps, ça faisait plus stand-up. Tu vois, je pense que c'est pour ça. Et je suis plus à l'aise maintenant. Ça m'arrive des fois d'arriver dans un endroit où on me dit désolé, on n'a pas de micro du tout. Donc je joue et je retrouve y a pas ce deux mains tic-là, libres et j'ai le tic. Je sais pas quoi faire avec ma main, tu vois. Donc c'est compliqué. Je me suis trop habitué au micro-main et maintenant je pense que je ne lâcherai pas. Et toi alors du coup micro-main aussi maintenant? Au début, micro casque juste pour l'influence de Gad Elmaleh. Ouais, d'accord. Et donc dans toutes mes prestations, on peut remarquer que c'est un peu plus ce jeu. Comme j'aime bien jouer des personnages et qu'il faut parler pour tel personnage, revenir dans tel personnage, c'est plus à l'aise avec ça. Et c'est vrai qu'avec à un moment, c'était un peu en mode judo, un micro incorporé, oui, micro-cravate, micro-cravate et tout ça se passe bien. Mais vraiment, les micro-casques étaient juste pour l'influence Gad Elmaleh. J'aimais bien le blanc, le petit. C'est vrai que ça faisait quelque chose. Ça donnait un petit cachet. Ça donnait, en fait, ça faisait humoriste français. Oui. Par contre, oui, ça faisait vraiment humoriste français, le geste et ça. Oui, le théâtre. Ça faisait théâtre, one-man show. Ça faisait théâtre, one-man show. Et puis, je ne sais pas à quel moment on a basculé avec le micro. Je crois que déjà à l'époque du Jamel Comedy Club, on commençait un peu plus à être... il y avait un mélange entre le micro-casque et le micro à main. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous tous, on s'est adaptés avec les micros à main. Et je ne sais pas pourquoi, mais après, je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, mais je pense que avoir les micros mains, limite tes mouvements et te permet d'être plus fort dans les blagues parlées. Oui, tu auras moins de mouvements parasites. Moins de mouvements parasites. Et déjà, avec ton écriture, tu vas essayer de trouver les bonnes blagues qui te demandent pas forcément un mouvement. D'accord. Donc, ça m'a mis dans cet exercice-là pour me permettre de quitter le côté théâtral. Ça te cadre, en fait. Exactement. Donc là, je me dis, je peux pas faire une blague où je suis en train de taper les mains et parler en même temps. Sinon, ça ne va pas le faire. D'accord. On a eu beaucoup de mal avec ça au début, puisqu'on vient du théâtre. Donc, tu as une blague, tu veux le faire, tu commences à voir comment arranger tes mouvements et par moment sur scène c'est pas toujours évident avec le public qui est là, qui attend et le mouvement que tu fais, il faudrait pas laisser à ce temps, il y a 15 secondes ou 20 secondes à envoyer des blagues et on s'est adapté à cette écriture là grâce au micro à main. D'accord, le micro à main, oui, c'est sûr que ça a apporté un petit peu un style et puis en même temps, moi j'ai l'impression, je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que le micro main, il est plus fiable que le micro casque. Parce que souvent on avait des problèmes de son et combien de fois on s'est retrouvé à prendre des micro casques et dire finalement ça déconne, bon tu sais quoi, prends le micro main. On a eu le même problème au théâtre de gymnase Maribel où il fallait le deuxième soir en tout cas. Il fallait s'adapter avec des micros mains. Voilà. Et ça, c'est vrai. C'est, à moins que ce soit dans une grande salle, Olympia, tout ça. Tout dépend. Mais par moment, c'est compliqué. Non, mais je comprends. En tout cas, le micro-main, maintenant, on l'a et puis on le lâchera pas parce que on est sur scène et puis on aime ça. Merci beaucoup, Roncia. Merci, Sofiane. Mais vraiment, très bel échange. J'ai envie de refaire encore. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Facebook, Roncia Kukiel. Pareil sur Instagram, Roncia Kukiel. Sur TikTok, comme c'est un peu le réseau des jeunes, on va faire Kukiel Roncia. Donc, on a juste ça parle inversé. Et sur Twitter, Roncia Kukiel. Donc voilà, abonnez-vous et YouTube pareil, lâchez-moi un like, lâchez-moi de l'amour, j'ai besoin de ça. Avec grand plaisir. Écoute, je mettrai tous les liens. Merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sofiane, pour le prochain podcast, c'est les mêmes blagues? Ah, ce sera les mêmes blagues. Je suis désolé. Il y aura ma papa, il y aura tout. Je suis désolé. Ce sera les mêmes blagues. Désolé, madame qui est partie voir No Man Osni. On est désolé. Ce sera la même chose, voilà. En tout cas, les amis, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.